Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Friends. Elle fut d'une longévité et d'une constance incroyables. 10 saisons de 1994 à 2004. 236 épisodes. Les 6 mêmes comédiens et showrunners tout du long, d'une fidélité à toute épreuve. Des hauts et des bas, mais un renouvellement constant. Des surprises en pagaille, des coupes de cheveux qui ont fait la une des médias, une chanson de générique entêtante par Michael Skloff et interprétée par les Rembrandt, une diffusion en France qui a démarré sur Canal Jimmy pour ensuite faire le tour de quasiment toutes les chaînes télé et plateformes SVOD. Bref, Friends. Friends, une comédie tonique, ultra speedée et émouvante par moments, que l'on peut résumer ainsi. On a 20 ans, on quitte ses parents pour vivre sa vie et les amis deviennent votre nouvelle famille. Les 6 Friends qui partagent leur vie à New York sont des losers attachants qui deviennent des gagnants à la fin en s'appuyant les uns sur les autres. Dixit Matthew Perry. Tous sont névrosés. Bon, à des degrés divers. Monica Geller est celle chez qui c'est le plus criant. C'est une contrôle fric. C'est un peu la figure maternelle de tous et toutes, et elle est très compétitive. C'est son appartement qui est le lieu principal de réunion des autres. Joey Tribbiani est un jeune comédien qui joue dans un soap et dans une série assez minable, Mac and Cheese. Il est le détective Mac Machiavelli face à son partenaire robot, le Computerized Humanoid Electronically Enhanced Secret Enforcer, CHEESE. Ça donne cheese, donc fromage. Oui, Mac et fromage, voilà. Oh, et puis il a été aussi la doublure fesse de Al Pacino pour un film, mais ça a été coupé au montage. I play Al Pacino's butt. He goes into the shower and then I'm his butt. Phoebe Buffay, elle, est une chanteuse de folk song qui n'a pas beaucoup de succès et d'ailleurs ne sait pas beaucoup jouer, à part quelques accords à la guitare. Elle a une vision très décalée du monde et sa mère s'est suicidée alors qu'elle avait 14 ans. Son père a déserté la maison familiale et son beau-père était plus souvent en prison qu'à la maison. How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen? Chandler Bing dissimule derrière des répliques, des gags et de l'humour une enfance chaotique. Un vrai cauchemar freudien, comme il le dit. Sa mère écrit des livres érotiques et son père vient d'affirmer sa sexualité et donc se travestit. Ross Geller est le frère de Monica. C'est un paléontologue obsédé par son métier avec un regard de petit chien malheureux et qui parvient à traduire tous les malheurs du monde rien qu'en disant « Hi ». Il a été marié avec Carol, mais elle vient de divorcer pour vivre avec une femme. Il a un amour de lycée, Rachel, dont il ne s'est jamais remis. Et elle va ressurgir dans sa vie. Rachel Green est une petite fille riche, née avec une carte American Express dans la bouche, qui découvre la vraie vie parce qu'elle refuse un mariage de convenance et va se réfugier chez sa meilleure amie, Monica. Une fois découpée sa carte de crédit, Monica lui dira ce qui définit tous les personnages de la série. Bienvenue dans le monde réel, ça craint, tu vas adorer. Mais Friends, c'est aussi une sitcom différente de toutes les autres, par son style et ses lieux de l'action. Un coffee shop, alors que la chaîne NBC aurait préféré un diner, comme dans Seinfeld. Et un rythme inhabituel dans le montage des scènes. De la volonté des créateurs, Friends, c'est une sitcom surcaféinée. Et voici maintenant les moments forts de Friends. La sitcom démarre avec Rachel, qui vient d'abandonner son fiancé devant l'hôtel et qui, en robe de mariée, se confie à Monica au café Central Perk, où tous ses amis sont déjà là. Toute cette première saison se cherche encore un petit peu. Il y a des ingrédients sociétaux liés aux difficultés financières des uns et des autres qui ne reviendront plus par la suite. Dès le deuxième épisode, Ross doit faire face à son ex-femme, Carol, et à sa petite amie, Suzanne. Carol est enceinte de lui. Ensuite, il adoptera un singe, Marcel, qui va être présent dans de nombreux épisodes de la saison. Avant de continuer, une petite précision d'ordre presque technique. À la télévision américaine, il y a des moments dans l'année où les taux d'audience sont encore plus essentiels que d'habitude pour fixer le montant des spots publicitaires. On appelle ces périodes les sweeps. Il y en a en novembre, en février et à la fin de la saison en mai. Donc c'est pendant les sweeps que les networks, les grandes chaînes, dégainent leurs grosses cartouches comme des mini-séries de prestige. Et c'est pendant ces périodes que l'on demande aux producteurs des séries en cours de faire des épisodes un peu plus événementiels, voire avec des guest stars, des crossovers ou vraiment des choses absolument incongrues. C'est pourquoi, en saison 1, on voit d'un seul coup apparaître dans un épisode 2 médecins, Michael Mitchell et Jeffrey Rosen, incarnés par George Clooney et Noah Wyle de la série Urgence. La raison, c'est que la série Urgence était diffusée le même soir que Friends, 2 heures plus tard. Et dans le même épisode apparaît la sœur jumelle de Phoebe,
Ursula, incarnée aussi par l'actrice Lisa Kudrow, tout simplement parce que Ursula est un personnage récurrent qu'elle tient dans une autre sitcom, Dingue de toi. I found you in my bed. How'd you wind up there? You are a mystery. Little black curly hair. Dans un épisode, on va découvrir la mère de Chandler, incarnée par Morgan Fairchild. Morgan Fairchild, c'est la star des soap-opéras des années 90, genre Flamenco Road ou Falcon Crest. Et l'ironie, c'est que le père de Matthew Perry a joué dans ces séries aux côtés de Fairchild. Par la suite, c'est Kathleen Turner qui tiendra le rôle du père de Chandler. Si l'on comprend dès le tout premier épisode que Ross est amoureux de Rachel, c'est elle qui va le découvrir dans le dernier de la saison. C'est le début d'une trame romantique qui va couvrir la quasi-intégralité de la série. Saison 2. Ross est donc le père d'un petit Ben et il va célébrer le mariage de son ex-femme Carol avec Suzanne. C'est dans cette saison que la lunaire Phoebe va entonner sa chanson absurde qui la rendra célèbre, Smelly Cat, tu pues le chat. C'est aussi dans cette saison qu'a lieu le premier baiser entre Ross et Rachel. Ross kissed me. And then I kissed her. Tongue? Yeah, cool. Cependant, Ross va quand même se trouver une petite amie, Julie, une paléontologue. Et Monica va elle aussi tisser une relation avec un homme plus âgé qu'elle, incarné par Tom Selleck, Magnum en personne. Et oui, l'acteur suscitait tellement de hurlements hystériques du public à chaque fois qu'il arrivait pour sa première scène de chaque épisode qu'elle devait être retournée une fois le public parti. 3, 4. Smelly cat, smelly cat. Dans notre épisode, c'est Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders, qui fait une apparition, et Lea Thompson incarne aussi son personnage de la sitcom Caroline in the City, diffusée au même moment sur la même chaîne. Dans un épisode post-Super Bowl, donc dans une case horaire extrêmement exposée, les amis vont être face à une pluie de guest stars. Jean-Claude Van Damme, Julia Roberts, Chris Isaak, le chanteur, et Brooke Shields, qui va tenir le rôle d'une fan excessive de Drake Ramoray, le personnage que Joe tient dans le soap opéra où il travaille, Days of Our Lives, des jours et des vies. C'est un soap quotidien qui existe réellement d'ailleurs et qui est diffusé sur la NBC. C'est suite à cet épisode, entre autres, qu'on a confié à Brooke Shields sa propre sitcom Suddenly Suzanne, qui a duré 4 saisons, de 1996 à 2000. Et puis, il y a dans cette saison le fameux épisode dans lequel on voit le passé des personnages, Monica avec les kilos en trop, Chandler et Ross en plein trip Miami Vice, etc., etc. We were on a break! Dans la saison 3, Ross et Rachel se séparent. Ils font une pause, we are on a break. Et Ross s'éprend d'une vendeuse, Chloé, dans une boutique spécialisée dans la reproduction et les photocopies. Monica, elle, se fait courtiser par un millionnaire incarné par Jon Favreau, celui qui plus tard réalisera les 2 films Iron Man. Et dans l'avant-dernier épisode de la saison, on voit Robin Williams et Billy Crystal, qui font une apparition au début, le temps d'une séquence pour promotionner leur nouveau film Drôle de père. C'est vous dire si Friends était devenu extrêmement demandé. We are so over. Fine by me! And it is a big deal! I knew it! C'est à la fin de la saison 4 qu'a lieu le mariage entre Ross et Emily, Emily incarnée par Ellen Baxendale. Un mariage qui tourne au cauchemar, puisque, au pied du mur, Ross commet une bévue en parlant de Rachel et non pas d'Emily. Oups. C'est aussi dans ce même épisode que l'on découvre que 2 amis entretiennent une relation amoureuse en secret, Monica et Chandler. Et le tout étant délocalisé à Londres, en Angleterre, lors d'un double épisode exceptionnellement tourné sur place, avec des apparitions de Sarah Ferguson, de Jennifer Sanders, la Jennifer Sanders de Absolutely Fabulous, et de Richard Bronson. Et même, si vous regardez bien, de Hugh Laurie, alors qu'il était déjà célèbre en Grande-Bretagne pour La Vipère Noire de Blackadder, mais avant qu'il ne devienne Dr House. Mais avant ce mariage, Joey prend des conseils de la part de Charlton Heston et la saison connut une trame très avant-gardiste. Phoebe va accepter de devenir mère porteuse pour son demi-frère Frank Jr. et sa compagne Alice. Alice interprétée par Debra Jo Rupp de la sitcom That 70 Show qui sera lancée la saison suivante. Phoebe va donc donner naissance à des triplés pendant la saison 5, lors du 100e épisode de la série. Par la suite, elle va se lancer dans une relation avec Gary, interprété par Michael Rapaport. Et durant cette saison 5, la relation entre Monica et Chandler éclate au grand jour et se transforme en une vraie relation amoureuse entre les 2 personnages. Ils ont même l'intention de se marier, en profitant de leur passage à Las Vegas où ils se rendent tous et toutes pour soutenir Joey qui fait de la figuration. Will you marry me? Sauf que, dans les dernières secondes du dernier épisode de cette saison, en fait, c'est Ross et Rachel totalement saouls et mariés
qui surgissent hors de la chapelle où Monica et Chandler étaient censés se dire oui. À la fin de la saison 6, Monica fait une très émouvante demande en mariage à Chandler alors que Richard, c'est-à-dire Tom Selleck, déclare aussi sa flamme à Monica. La saison 7 va donc très naturellement se clore par le mariage de Monica et Chandler. Et la série de Joey, Mac and Cheese, va être rapidement annulée. Il va se voir proposer à nouveau de revenir dans son soap-opéra, Days of Our Lives, dans le rôle du frère jumeau du Dr. Drake Ramoray, le malfaisant Striker. Parmi les vedettes invitées prestigieuses de la saison, il y a Christine Davis de Sex and the City, Jason Alexander de Seinfeld, Gary Oldman, Susan Sarandon, Denise Richards et Winona Ryder. Hey, Ross, will you pass me that knife? No, I will not. Oh, it's okay. You don't have to be so mean about it. You're right. I'm sorry. Will you marry me? Nous sommes en septembre 2001, c'est le lancement de la saison 8 que les créateurs qualifient d'une Friends naissance. Rachel est enceinte et il y a une trame amoureuse entre elle et Joey. Bon, ça ne durera pas très longtemps. Et en guest cette saison, il y a Sean Penn, Alec Baldwin, Brad Pitt, à savoir Monsieur Jennifer Aniston dans la vie. Et il va tenir le rôle d'ailleurs du fondateur du club On déteste Rachel, ce qui est quand même assez rigolo. Dans la saison 9, Chandler doit aller travailler à Tulsa, donc loin de Monica. Puis il sera sans emploi et restera à rien faire à la maison. Et après Reese Witherspoon, c'est Christina Applegate qui va tenir le rôle d'une autre sœur de Rachel. Il y a aussi Freddie Prinze Jr., Paul Rudd dans le rôle de Mike et Aisha Tyler qui apparaissent aussi dans cette saison 9. Cette dernière tient le rôle de Charlie, une paléontologue qui va évidemment être l'objet de l'affection de Ross, mais aussi de Joey. Et enfin arrive la saison finale. Phoebe va se marier avec Mike, Monica et Chandler sont parents, ils vont se prendre une maison en banlieue, donc ils vont quitter leur appartement de New York. Danny DeVito va tenir le rôle d'un go-go dancer pour l'enterrement de vie de jeune fille de Phoebe. Et enfin, Janice, l'ex de Chandler au rire si inoubliable qui apparaît dès le 5e épisode de la série et qui est interprété par Maggie Wheeler, revient et embrasse Chandler pour la dernière fois. Dans les derniers épisodes de la série, Rachel va partir à Paris. Un peu tard, Ross lui confie enfin qu'il l'aime. Elle décidera finalement de rester à New York, vivre à ses côtés. Et côté coulisses, ça donne quoi ? Et maintenant, pénétrons dans les coulisses de la série. À l'origine de Friends, il y a un duo de scénaristes, Martha Kaufman et David Crane, accompagnés par le producteur Kevin Bright. Leur série précédente, c'était Dream On. Puis ils ont eu un autre projet, Family Album, qui a été annulé au bout de 6 épisodes. Ils arrivent donc avec le projet de Insomnia Café. Et oui, ça c'était le titre original de Friends. Et ce projet-là était ni plus ni moins que révolutionnaire. On y parlait de jeunes qui avaient 20 ans, sans référent de style parent. Et d'ailleurs, la chaîne NBC voulait un personnage plus âgé avec la bande. Au tout début, Chandler et Phoebe étaient des personnages secondaires, mis là un peu pour apporter des gags à la situation. Mais c'est la personnalité des comédiens qui en a fait des personnages à part entière, et ce, dès le pilote. Martha et David ont donc écrit Friends en ayant David Schwimmer en tête pour le rôle de Ross, car il l'avait déjà vu en audition sur une autre série. Matthew Perry, lui, avait déjà tourné dans un épisode de Dream On. Il figurait déjà dans un autre pilote la même saison, mais il a réussi tout de même à auditionner pour le rôle de Chandler. Et quant à Lisa Kudrow, elle tenait le rôle d'Ursula dans les épisodes de Dingue de toi, Mother About You. D'entre eux, la seule qui avait déjà une petite notoriété, c'était Courtney Cox. Cela grâce au clip de Bruce Springsteen, à la comédie familiale Family Ties, et à la série Misfits of Science, les Superminds, où elle tenait un des rôles principaux une saison durant. Et Jennifer Aniston, elle était censée être Monica. Et puis c'était l'inverse, Courtney Cox devait être Rachel. Mais échanger les rôles semblait beaucoup plus collé à partir du moment où les actrices ont fait leur audition. Un maillon très important de Friends, c'est James Burrow. James Burrow était déjà réalisateur de Cheers, de Frasier, bref, de sitcoms extrêmement connus aux États-Unis. Il est aussi à l'origine de Friends. C'est un réalisateur et producteur de sitcoms très réputé pour créer une alchimie avec les comédiens. Il m'en a parlé en 1998, c'était lors d'une grande convention professionnelle, le NATPE. C'était surtout la qualité d'écriture et le choix des acteurs. J'ai fait les 6 ou 7 premiers épisodes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils s'adorent tous. Et ils m'aiment aussi. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une véritable harmonie entre nous. J'assume les critiques des uns et des autres pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, ou pour qu'ils puissent tout oser dans la comédie. Il faut savoir aller au-delà de ses limites. S'ils me font confiance, ils en seront capables. S'ils se plantent,
Je vais les aider. Quand on arrive à instaurer une telle confiance, le reste suit. Et les acteurs iront encore un peu plus loin. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, créer une harmonie qui permette aux acteurs de faire ce petit bout de chemin supplémentaire avec moi. Son sentiment, vous l'avez compris, est que si les acteurs et actrices s'apprécient et sont complices, ça va se voir à l'écran dans leur personnage. Donc dès le pilote, il emmène les 6 acteurs et actrices à dîner à Las Vegas, dans le restaurant du très réputé Wolfgang Puck, en utilisant le jet privé de la Warner. Et ça a marché. Il leur dit à table, profitez bien, c'est la dernière fois que vous pourrez faire une sortie en anonyme. Il a eu raison. Le pilote est tourné le 4 mai 1994. Son titre d'origine, Insomniac Café, est devenu Friends Like Us. Puis, au moment de la diffusion, uniquement Friends. Après le pilote, et une fois validé par la NBC, Martha Kauffman et David Crane déjeuneront avec chacun des 6 comédiens séparément pour mieux cerner leur personnalité et petit à petit en inclure des touches par-ci par-là dans les épisodes de la saison 1. Enfin, pour le tournage du célèbre générique, les acteurs et actrices ont tourné autour d'une fontaine dans les studios Warner de Burbank de nuit. Carrément, il était 4h du matin. La séquence a perduré jusqu'à la 7e saison où elle a été retournée, mais ce coup-ci, les acteurs ont demandé que ça soit fait en une demi-heure et avec de l'eau chaude de la fontaine, s'il vous plaît. L'alchimie entre les personnages de Ross et de Rachel est née durant la production de la saison 1. Au début, Kauffman et Crane avaient plutôt envie de créer une histoire d'amour entre Monica et Joey. Mais finalement, avec leurs 14 scénaristes, oui, ils sont 14 à peu près dans la Writer's Room, ils ont décidé que ça collait très bien entre les personnages de Ross et Rachel. Et d'ailleurs, Carol et Suzanne, le couple de lesbiennes, sont inspirés de Deb et Rona, des amis des créateurs de la série. Entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, et suite au succès d'audience de la série, il y a une véritable frénésie qui s'empare des médias. Et les acteurs et actrices sont en couverture de presque tous les magazines. Ils sont sollicités partout, donc ils répondent oui. Ça fait de la promo pour la série, bien sûr. On ne parle que de la coupe de cheveux de Rachel, et les génériques passent en boucle sur toutes les stations de radio. Cette omniprésence finit par lasser, voire irriter, et la goutte d'eau qui fit déborder le vase fut une publicité pour Coca-Cola Light, dans lesquelles vraiment, là, tout le monde s'est dit, là c'est trop. Trop de Friends, le public sature. Résultat, il y a eu un effet boomerang, une avalanche d'articles très négatifs, c'était vraiment un rejet de la série. Un autre effet du carton d'audience de Friends et de Seinfeld sur la NBC, c'est que ça déclencha une véritable recrudescence des sitcoms. Il y en a toujours eu, la télé américaine après tout, parce que l'une des premières séries modernes fut ni plus ni moins qu'une sitcom, ça s'appelait I Love Lucy en 1959, qui en plus d'être hilarante, inventa tout le processus technique de tournage, le même d'ailleurs qu'utilise Friends des années plus tard. Mais les nouveautés explosaient littéralement, avec de plus en plus de cases horaires qui leur étaient destinées entre 20h et 22h. Ça, c'était l'effet Friends. Nous sommes en été 1996, les 6 comédiens, devant le succès de la série, demandent à leur agent artistique de négocier ensemble une augmentation de leur salaire, le même pour tout le monde, $100,000 par épisode. Alors oui, le même pour tout le monde parce qu'ils avaient conscience que de créer une jalousie entre eux allait être dommageable pour la série. Dès le 2e épisode, Courtney Cox leur avait soumis l'idée de négocier toujours ensemble, de tout se dire des petites manœuvres de la chaîne et de leurs agents, car la série était vraiment une série chorale. La saison 3 démarre avec un épisode où Ross confie à Rachel qu'il a toujours fantasmé sur la princesse Leila de Star Wars. Et quelques jours à peine après la diffusion, la production reçoit une lettre provenant de Lucasfilm, signée par George Lucas en personne, qui le félicite pour cet épisode et pour toute la série. Moins glorieux, pendant cette saison, Matt LeBlanc se démet l'épaule en plein tournage. C'était en plein tournage de l'épisode The One with the Jam, celui qui avait la technique du câlin. Un autre souci bien plus grave, c'est pendant cette saison 3 que l'addiction de Matthew Perry aux painkillers, on appelle ça des painkillers aux États-Unis, des médicaments quoi, est devenue tellement importante que ça se voyait à l'écran. Toute l'équipe a fait face pour le soutenir et l'acteur n'a pas eu la moindre honte pour le reconnaître par la suite, une fois désintoxiqué. En saison 4, Lisa Kudrow tombe enceinte. Les scénaristes optent donc pour inclure sa grossesse dans la série et de bâtir toute l'histoire sur le fait que Phoebe est mère porteuse pour son demi-frère. Pendant l'été, avant la saison 6, Courtney Cox se marie avec David Arquette, un acteur qui fut une guest en saison 3 et qui était à ses côtés dans le film Scream. En guise de félicitations et de clin d'œil, tous les comédiens apparaissent avec Arquette ajouté à leur nom dans le générique du premier épisode de la saison. Vérifiez, vous allez voir. Cette saison voit un afflux de guests prestigieuses, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Ralph Lauren en personne.
Vers la fin de l'an 2000, alors que la série est en plein dans sa saison 7, le nouveau président de la NBC, Jeff Zucker, demande à l'équipe de la série de produire 4 épisodes plus longs, donc de 29 minutes plutôt que les 21 habituels, ce qui représente une case horaire aux États-Unis de 40 minutes si on compte la publicité. Et en effet, la grille de rentrée sur NBC est un vrai désastre. Aucune autre nouveauté ne peut prétendre concurrencer Koh-Lanta, Survivor, sur la chaîne concurrente. Donc plutôt que de trouver de nouveaux succès, Zucker va donc faire rallonger les succès actuels, Will & Grace et Friends. Cette solution, qui est un peu pathétique, fait donc qu'il existe quelques épisodes de Friends avec des scènes supplémentaires, mais en raison de contrats avec la chaîne NBC et les scénaristes, ces versions sont exclusives à NBC, ne peuvent pas être vendues aux télévisions de par le monde, ni même en rediffusion aux États-Unis. Par contre, ils figurent en bonus dans le coffret Blu-ray de la série. Ouais, il faut bien les chercher, mais ils y sont. Hein, vous allez voir, c'est dans le disque 14. Je vous dis ça. En 2002, quand se prépare la 9e saison de la série pour la rentrée septembre, le budget a considérablement augmenté. On est maintenant à 7 millions de dollars par épisode d'une demi-heure, ce qui en fait le budget quand même le plus important de l'histoire de la télévision pour ce type de série. Tout indique que la 9e saison sera la dernière, parce qu'avec près de 200 épisodes, il n'y a plus aucune raison pour que Warner Bros. Décide d'investir ou de produire de nouveaux épisodes. Ce serait en pure perte. Mais Jeff Zucker, encore lui, est au bout du rouleau pour sa soirée de jeudi, une soirée extrêmement importante pour la chaîne, puisqu'il puise près de 40% de ses revenus publicitaires. 40%. Une raison à ça, parce que c'est le jeudi soir que la plupart des studios de cinéma payent pour la diffusion de bandes-annonces de films qui sortent le vendredi. C'est aussi la dernière soirée avant le week-end, et les spectateurs désertent les petits écrans le vendredi soir. Donc, en clair, si vous voulez vendre des voitures ou des hamburgers, c'est le jeudi soir que vous devez passer des pubs. Donc, Zucker a besoin de Friends comme locomotive de toute la soirée. Et il propose, pour une saison 10, la somme inimaginable que les responsables de la Warner et les producteurs lui ont soufflé l'année précédente. Ah tiens, pour une saison 10, il faudrait vraiment le contenu d'un camion blindé d'une banque, quelques 10 millions de dollars par épisode, hein. Et bien, il les a pris au mot. 10 millions pour chaque épisode d'une saison 10. C'est incroyable. Et surtout, c'est pas négociable. Il y avait déjà 750 000 dollars pour chacun des 6 comédiens qui ont renégocié leur contrat d'origine au moment de la saison 7, 1 million de dollars par épisode de cette saison 9, qui devrait être donc la dernière, et maintenant NBC leur demande de continuer au même tarif, 1 million de dollars chacun par épisode. Les négociations atteignent leur apogée le vendredi 20 décembre 2002, dernier jour de tournage pour la série avant la pause pour les fêtes de fin d'année. Entre les prises, alors qu'ils sont en train de tourner l'épisode, les 6 amis négocient ensemble des conditions supplémentaires et un peu spéciales, en plus de leurs millions de dollars chacun. Avoir des loges plus grandes, bon, c'est carrément des appartements en fait, hein. Avoir accès, quand ils le souhaitent, au jet privé de la compagnie pour leurs déplacements, etc., etc. Et surtout, être payé, écoutez bien, pour 24 épisodes, mais n'en tourner que 18. Zucker refuse, l'accord final tombe à 23h ce même soir. Ils seront payés pour 18 épisodes, mais l'un de ces 18 sera un clip show, une rétrospective, donc avec des extraits d'anciens épisodes. Ils gagneront donc plus d'argent en 17 semaines de travail que Charlie Chaplin dans toute sa carrière. C'est ce que précise Bill Carter, l'auteur d'un livre qui s'appelle Desperate Network, qui relate toutes les négociations. Pour une sitcom qui, je vous rappelle, fait logiquement une demi-heure, c'est du jamais vu. Le dernier épisode de la série est un peu décevant au niveau du scénario, mais cependant, parce que c'est le dernier, il réunit 52 500 000 Américains le jour de sa diffusion, le 6 mai 2004. C'est l'épisode le plus regardé de la décennie. À ce jour, producteurs et acteurs ont toujours refusé et ne sont pas intéressés par une suite ou une réunion. Pour eux, l'histoire est terminée. Pendant la production de Friends, les comédiens ont profité de leur notoriété pour jouer dans des longs métrages, avec plus ou moins de succès. Courtney Cox a joué dans les Scream, Jennifer Aniston dans une flopée de comédies romantiques comme Picture Perfect, Lisa Kudrow dans Analyze This face à Billy Crystal, Matthew Perry dans Coup de foudre et conséquences, Fool's Rushing, aux côtés de Salma Hayek et de Neve Campbell, puis dans Mon voisin le tueur avec Bruce Willis. Matt LeBlanc, lui, était dans Lost in Space et dans le film Charlie et ses drôles de dames. Et David Schwimmer dans The Pall Bearer, le porteur de cercueil, aux côtés de Gwyneth Paltrow. Après la fin de la série, on a vu Schwimmer dans le rôle de Robert Kardashian dans American Crime Story. On a vu Matthew Perry dans bon nombre de séries, dont Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, The Odd Couple, Mr. Sunshine, et même, il a tenu le rôle de Ted Kennedy dans une mini-série The Kennedys After Camelot. Matt LeBlanc, après avoir continué d'être Joey Tribbiani dans 2 saisons de Joey, a été bien plus chanceux, parce que lui, il a été dans la brillante comédie Épisode, il tenait son propre rôle.
Il est aussi dans une sitcom, Man with a Plan. Lisa Kudrow a été vedette de 2 comédies assez étonnantes, My Comeback et Web Therapy. Courtney Cox a été pendant de nombreuses années à la tête de Cougar Town, une sitcom qui a dépassé son titre initial, pour ne plus rien avoir de commun, et devenir très intéressante. Et avant, elle a fait aussi une comédie au concept très intéressant, Dirt, où elle était à la tête d'un magazine à scandale. C'est un peu une revanche. Jennifer Aniston était une vedette de films comme Cake, Le chasseur de primes, ou Les Miller, une famille en herbe. Et maintenant, je vous propose un petit bonus. Mais pour ça, vous allez me suivre. Imaginez, retour vers le passé. Nous sommes un vendredi du mois de janvier 1997, il est 16h. Vous faites la queue avec 200 autres personnes. Vous êtes à Los Angeles, à Burbank, dans les studios de la Warner. La file d'attente, c'est celle de Friends. On va assister au tournage d'une sitcom. Et ça, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur une liste d'attente, quelquefois avec 6 à 8 mois d'avance. Vous entrez dans le studio 24, vous êtes acheminé vers des gradins, situés à quelques 2 mètres du sol. Il y a généralement 5 à 6 rangées de bancs, bien sûr en dégradé, pour ne pas être gêné par votre voisin de devant. Face à vous, en contrebas, la scène, qui est masquée par un épais rideau noir frappé du logo Friends, le logo de la série. Votre champ de vision est un peu réduit, vous êtes en hauteur, donc c'est un peu comme si vous regardiez à travers la fente d'une boîte aux lettres. Bon, pour comparer avec une pièce de théâtre, on dirait que vous êtes placé au balcon, quoi. Mais heureusement, il y a des écrans de télé qui sont suspendus au plafond un peu partout et dirigés vers vous. Au niveau du sol, il y a les producteurs, les scénaristes et surtout les caméras qui doivent pouvoir circuler sans peine, mais sans pouvoir autant vous cacher la scène. Il est 17h45. Jim Bentley, le chauffeur de salle, arrive. C'est lui qui utilise la fameuse expression, qui est reprise d'ailleurs maintenant par le personnage de Joey, « How are you doing ?» Et il sera votre animateur tout au long de cette très longue soirée. Avec un débit de mitraillette, bon, un peu comme moi, il vous souhaite la bienvenue, vous rappelle ce qu'est Friends, au cas où vous ne sachiez pas, et on commence tout de suite à vous faire participer en posant plein de questions aux membres de l'assistance. Il va ensuite y avoir la projection d'un montage d'extraits de la série. Et enfin, une fois que tout le monde est prêt, on nous présente les acteurs. Ils viennent un par un saluer le public, dont vous, sur le devant de la scène, devant le grand rideau noir à l'annonce de leur nom par Jim. Are you guys ready to meet the stars of Friends? Playing the part of Ross, David Schwimmer! As Chandler, Matthew Perry! And the part of Joey, Matt LeBlanc! As Phoebe, Lisa Kudrow! As Monica, Courtney Cox Arquette! As Rachel, Jennifer Aniston! Ladies and gentlemen, the stars of Friends! Les Friends vous saluent, se retirent, le rideau s'ouvre. Et vous êtes maintenant face au Central Perk. À votre gauche, il y a l'appartement de Monica. À droite, le Central Perk. Entre les deux, des couloirs menant aux entrées des appartements et derrière, des décors en trompe-l'œil. Des agrandissements photos du panorama de Manhattan pour faire illusion. De part et d'autre de la scène, donc invisible pour vous, il y a 4 autres décors qui peuvent être utilisés en fonction du scénario. Généralement, il s'agit de l'appartement de Chandler et de Joey ou de la chambre de Rachel. Les caméras se préparent, l'équipe s'affaire, le tournage va commencer. Dans les haut-parleurs retentit une nouvelle fois la chanson des Rembrandt et dans quelques minutes, le générique sera diffusé sur les écrans. Jim vous indique qu'il faut bien évidemment faire silence pendant les prises, mais que vous devez réagir et applaudir et surtout rire. Parce qu'il vous montre les micros qui pendent depuis le plafond juste au-dessus de votre tête. Il vous précise que, eh ben oui, ce sont vos rires qui vont être enregistrés. Tout l'épisode va maintenant être tourné dans l'ordre de l'histoire pour que vous puissiez suivre l'intrigue. On va passer donc du Central Perk à la chambre de Ross et revenir au Central Perk et ainsi de suite. Tout est déjà éclairé, tout est déjà décoré, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque scène va être tournée 3 ou 4 fois pour avoir des prises différentes, offrir aux comédiens la possibilité d'améliorer leur jeu et pour ajuster le tir en fonction de vos réactions. En effet, si un gag, manifestement, ne fonctionne pas, ne déclenche pas l'hilarité du public, en bref, si vous ne riez pas, David Crane, le coproducteur et créateur de la série, converse immédiatement avec les autres scénaristes présents dans le studio pour trouver à chaud une réplique plus efficace, plus percutante. Ils iront même quelquefois jusqu'à vous demander à vous, dans le public, si vous avez bien piché le gag, si vous l'avez bien capté au cas où il y ait le moindre doute. Mais quand tout se passe bien, vous voyez quand même 3 ou 4 fois la même scène. Okay, last night at dinner, it's like all of a sudden we were this couple, okay? And this alarm started going off in my head, you know, run for your life, get out of the building! What is it with you people?
I mean, the minute you start to feel something, you have to run away? I know. That's why I don't want to go tonight. I'm afraid I'm going to say something stupid. Oh, you mean like that guy thing where you act all mean and distant until you get us to break up with you? Hey, do you know about that? Et puis la scène est en boîte, on lance Moving On, on passe à la suite, le signal que l'on passe à la scène suivante retentit, les caméras se déplacent d'un décor à l'autre, chaque caméra cadre une valeur de plan différente, un plan large ou un plan serré sur l'un ou l'autre des acteurs. Évidemment, les caméras les suivent et se déplacent sans se heurter ni entrer dans le champ des autres caméras. C'est vraiment un ballet, hein. De même, en plus des minuscules microphones qui sont dissimulés dans les vêtements des comédiens, il y a un micro-perche qui les suit au fil des dialogues. La soirée se poursuit et Jim va faire intervenir les comédiens entre chaque prise. Matthew Perry va prendre le micro et dit bonsoir à tout le monde. Et il est 21h, le tournage est loin d'être terminé. Il y a encore 15 scènes à tourner, ce qui fait près de 50 prises. Il est maintenant 1h du matin. It's a wrap, c'est dans la boîte. Les actrices et acteurs reviennent sur le devant de la scène, vous saluent longuement, un peu comme au théâtre. David Crane et les autres producteurs se joignent à eux, échangent des embrassades et vous applaudissent. Vous, le public, oui, ils vous applaudissent. Maintenant, c'est bon, vous allez récupérer votre manteau, vous quittez les studios de la Warner, vous venez de voir le tournage d'un épisode de Friends, un mois avant tout le monde, comme si vous y étiez. Dès lundi, les comédiens se retrouveront autour d'une table pour découvrir et disséquer le scénario de l'épisode suivant, et ensuite l'apprendre, le répéter pendant 4 jours durant, et l'interpréter comme s'ils jouaient une pièce de 21 minutes depuis 10 ans, avec la même facilité et la même spontanéité.